Le grotesque est l'expression du composite de la disproportion, du bizarre et de l'horrible, ainsi que de la difformité. Descartes, d'une certaine manière, lorsqu'il écrit sur l'imagination créatrice dans sa première méditation, en prenant pour exemple le satyre et la sirène, décrit le travail de combinaison de l'artiste lorsqu'il décide d'enfanter d'un monstre comme une application pure et simple de l'esthétique grotesque. Lorsque nous parlons de grotesque, il pourrait sembler que nous ne faisons que procéder à une redite de nos précédents épisodes, cependant il n'en est rien. Le terme de grotesque semble renfermer un élément supplémentaire que nous n'avons pas jusqu'alors noté, ou tout de moins que nous avons tout juste mentionné, sans y avoir véritablement prêté attention. Dès lors, un petit flashback semble nécessaire à ce niveau. À propos de The Thing de John Carpenter, mais ajoutons également Alien le 8e passager de Ridley Scott, et la liste pourrait être longue, Le monstre est vivant de Larry Cohen eût pu avoir droit de citer tout aussi légitimement, nous observons que, dans tous les cas, la créature n'est jamais vraiment montrée. Elle demeure une succession de gros plans de ses parties, mais jamais le tout n'est finalement dévoilé au grand jour, de sorte que l'on ne peut pas vraiment saisir à quoi elle ressemble dans son entièreté. C'est cela qui suscite l'attente. Et cette attente, parce qu'elle n'aboutit jamais sur le dévoilement total de son objet, à part dans l'acte 4 d'Alien le 8e passager, ne peut pas être déçue. On pourrait opposer l'esthétique grotesque, soit de la monstration élevée à son paroxysme, à la conception que nous pourrions intituler de la sorte, de l'indétermination du tout, cachée sous le dévoilement de ses parties. Le grotesque ne masque rien, montre sa créature composite et difforme dans sa totalité, frontalement, quitte à flirter avec le ridicule. Et c'est justement cette fine frontière entre horreur et ridicule, malaise et mise à distance, qui constitue l'ambivalence de notre sentiment à l'égard d'un monstre revêtant une forme grotesque. L'exemple que nous prendrons pour illustrer la forme monstrueuse grotesque va nous mener dans une sphère artistique autre, pour mieux revenir dans un second temps au cinéma, puisque les œuvres dont nous allons parler maintenant eurent droit à leur adaptation cinématographique, notamment en 2006, cette dernière mise en scène par Christophe Gans et s'inspire très fortement d'un chef-d'œuvre absolu du cinéma fantastique, La vertigineuse échelle de Jacob d'Adrian Lyne, sorti en 1990. Mais tout d'abord, nous aimerions démontrer, l'espace de quelques lignes, la légitimité artistique de cette sphère, le jeu vidéo. D'aucuns considéreront certainement que le jeu vidéo n'est absolument pas un art, et pourtant. Bien sûr, il a quelque chose du cinéma, et certains ne pourraient voir en lui qu'un pâle exercice de copie inutile et parfaitement mercantile. Une nouvelle industrie parallèle qui n'a cure de ce qu'elle produit, du moment qu'elle engrange à foison des espèces sonnantes et trébuchantes, en flattant, la plupart du temps, les bas instincts de ceux qui s'y adonnent par abus de violence complaisante. Mais, vous l'aurez compris, il n'en est rien. Qu'est-ce que le cinéma ? C'est avant tout un procédé d'expression artistique permettant de raconter une histoire par l'image et, si l'on prend la quintessence même du cinéma, uniquement par l'image. En d'autres termes, la mise en scène seule pourrait être vecteur de sens, elle seule pourrait permettre l'immersion du spectateur dans l'univers dépeint. C'est en cela d'ailleurs que nous pouvons affirmer que le cinéma d'horreur est le genre le plus proche de ce qui constitue l'essence même du cinéma. C'est un cinéma de mise en scène pure avant tout, mise en scène qui permet de transcender des codes narratifs galvaudés. Ouvrons une courte parenthèse, au cœur même de la parenthèse si nous pouvons le dire ainsi. Le cinéma d'horreur est donc un cinéma d'image pure, de mise en scène. D'une certaine manière, il est ce qu'est la quintessence du cinéma, le choc, la peur originelle face à l'illusion de la réalité. Il est une histoire racontée par des images en mouvement, sans littérature. C'est l'arrivée du train en gare de la Ciotat des Frères Lumière qui suscita, dit-on, la terreur pure du public confronté à une image en mouvement qu'il eût cru être la réalité. Nul besoin de dialogue à rallonge, tout pourrait être dit par les images et la mise en scène.
de retour à ce que nous souhaitions introduire plus haut. Le jeu vidéo, certes, dévie d'une certaine façon du cinéma, en ce sens qu'il digère ses codes, et quand on parle de code, on parle nécessairement de cinéma de genre, en y ajoutant ce qui fait sa spécificité, l'interaction. Quand nous pensons interaction, nous entendons interaction au premier degré, car bien sûr le cinéma nous offre la possibilité d'expérimenter des situations ludiques, extrêmement jouissives, en jouant sur des procédés tels que la mise en abîme. Angoisse de Bigas Luna est un exemple, vous en conviendrez, chers cinéphages curieux et déviants, parfait en cela qu'il implique le spectateur dans son intrigue comme aucun autre ne l'avait fait avant lui. Celui-ci est presque convié à jouer un rôle à part entière, à interagir, au sein d'un jeu sadique mais totalement jouissif. Difficile d'en dire plus à son sujet ici, je ne voudrais en aucune façon gâcher le plaisir immense de la découverte de ceux qui ne s'y seraient pas encore délicieusement risqués. Ce qui fait pourtant l'aspect totalement inédit de l'expérience vidéoludique, c'est le fait que nous puissions agir en temps réel, dans et sur une narration propre au cinéma de genre. De même que, dans le cinéma, la mise en scène est fondamentale, dans le jeu vidéo, elle est le vecteur de sens primordial. Mais là où le cinéma doit brider son imaginaire face à une multitude de contraintes, techniques en particulier, le jeu vidéo ouvre de nouveaux champs des possibles. Quelques exemples en vrac. La saga God of War, péplum colossal et monstrueux blockbuster vidéoludique, revisite et dépoussière de manière inédite la mythologie grecque et nous offre des morceaux de mise en scène et de bravoure proprement hallucinants et inédits. La caméra virevolte, les travelling et plans séquences impossibles s'enchaînent à un rythme infernal, avec un goût pour la démesure complètement fou. Il faut voir son avatar de pixels, Kratos, combattre les plus emblématiques monstres de la mythologie grecque, remixer la sauce comics dans des joutes ultra dynamiques, barbares et sanglantes, gravir l'Olympe sur le dos de Gaïa en affrontant Poséidon, escalader le corps de Cronos, se faire avaler par ce dernier avant de l'éviscérer dans un torrent d'hémoglobine, les money shots gore pleuvent, l'ode toujours plus brutale au grand guignol, à l'anticonformisme grotesque et magistral. L'œuvre est totalement bluffante et imprévisible, et remet en cause notre notion du spectaculaire, voire, comme chez Tsuyark, notre notion du mouvement dans le champ. Okami, en 2007, nous invitait à participer au processus artistique en permettant aux joueurs de recréer tout un monde plongé dans les ténèbres à l'aide d'un pinceau céleste, de faire renaître une nature digne des plus belles estampes japonaises. Heavy Rain, en 2010, nous proposait une expérience unique. Participer à un film de genre aux multiples ramifications narratives dépendant de nos choix moraux. Le résultat est une œuvre certes imparfaite, à la vue de son concept monstrueux, mais demeure une expérimentation toujours passionnante, jouant brillamment avec le concept de point de vue, manipulant de manière perverse, parfois géniale, notre volonté d'identification au personnage. Et nous pourrions en noircir des pages d'exemples, tellement cette nouvelle sphère artistique voit naître des chefs-d'œuvre insoupçonnés. Au hasard, The Last of Us en 2013, survival violent et sans concession, d'une noirceur abyssale en même temps que d'une puissance émotionnelle rare. Mais là n'est pas vraiment notre sujet. Toujours est-il que le jeu vidéo n'a pas fini de nous surprendre, met en place sa propre grammaire, preuve en est que le cinéma s'en abreuve de plus en plus régulièrement. Nous en arrivons au cas qui nous intéresse dans le cadre de notre question concernant le grotesque, la saga Silent Hill. Silent Hill, c'est avant tout un univers extrêmement singulier, peuplé de créatures particulièrement étranges, parfaitement grotesques, totalement dérangeantes. Une ville fantôme perdue dans les collines silencieuses, elle est enveloppée dans un épais brouillard de cendres. Les âmes torturées s'y échouent. Le long cauchemar langoureux ne fait que commencer et ne cesse jamais. À Silent Hill, la solitude et l'horreur sont infinies. Difficile d'en dire plus, car le tout demeure heureusement génialement nébuleux. Ce qui importe le plus, ce sont les personnages, une brochette de paumés écorchés vifs dont il nous incombe de découvrir, en même temps que la ville et son musée des horreurs très singulier, le trauma fondateur, principe esthétique et narratif emprunté au génial L'échelle de Jacob, dont nous parlions plus tôt.
Traumatisme dont la ville se veut à chaque fois l'écho, l'excroissance cauchemardesque, le purgatoire clairement annoncé, en lien avec l'échelle chrétienne à laquelle fait référence le film d'Adrian Lyne, modulant systématiquement son espace, son temps, son architecture et surtout son bestiaire malsain pour pouvoir accueillir au mieux son nouveau visiteur tourmenté. Tout cela en conservant une absolue cohérence dans sa mythologie, une vraie rigueur diégétique, tout du moins dans la quadrilogie originale. Justement, c'est le bestiaire qui nous intéresse. À peu de choses près, différent dans chaque épisode, donc il illustre à la perfection la notion de grotesque. Dans Silent Hill 3, par exemple, sorti sur PlayStation 2 en 2003, on croise entre autres un œil injecté de sang, affublé d'une queue tremblotante, tout cela rappelant étrangement un spermatozoïde, monté sur 2 hautes pattes aux chairs meurtries, et qui charge ses victimes en braillant comme un âne. Ce qui est intéressant à noter, et pour en revenir à ce que nous disions plus tôt, c'est que le monstre, coupé de son univers, deviendrait totalement ridicule, risible presque, il ne susciterait aucune crainte, aucun malaise, aucun dégoût. Finalement, le monstre n'apparaît pas ici que comme une totalité qui se donne comme telle à notre perception, mais surtout comme une partie d'une totalité encore plus grande qui, elle, est indéfinissable. Autre exemple, et quel exemple, peut-être la créature la plus impressionnante et la plus terrifiante du bestiaire de Silent Hill, apparue dans le second épisode de la saga, Red Pyramid ou Pyramid Head. Encore une fois, le monstre est absolument improbable. Un homme gigantesque au torse nu, dévasté par de profondes cicatrices, une jupe donne à sa silhouette une allure androgyne troublante, un masque de métal démesuré et de forme pyramidale cachant totalement sa tête, il traîne derrière lui une immense lance ou une énorme épée dont toute ressemblance avec un phallus n'est absolument pas fortuite. La créature est saturée de perversion sexuelle, Pyramid Head apparaît d'ailleurs pour la première fois en train de violer sauvagement 2 autres créatures, et témoigne de l'outrance grotesque toute japonaise. Les adeptes des créations Sushi Typhoon ne me contrediront pas à ce sujet, tout en convoquant une imagerie plus européenne, mêlant bourreau médiéval et flèches aiguës de cathédrale. Le tout symbolisant, comme chacune des créatures qui peuplent l'univers glauque et morbide de Silent Hill, une part de l'inconscient du héros. Pyramid Head naît du sentiment d'impuissance et de culpabilité qui ronge James Sunderland, dont l'épouse est décédée d'une maladie incurable, et de son désir refoulé qu'il a d'être puni par elle. C'est ainsi que Takayoshi Sato, créateur du monstre, interprète Pyramid Head. Christophe Gans réalisera une adaptation cinématographique de Silent Hill en 2006. On oubliera la purge irregardable et indéfendable de Michael J. Bassett, Silent Hill Révélation, qui, pour le coup, se révèle grotesque au pire sens du terme. En fait, pour revenir au métrage de Gans, bien plus qu'une basique adaptation d'un épisode, il se veut avant tout être une digression autour de l'univers du jeu, et c'est cela qui constitue sa principale qualité. Notons qu'à ce jour, le film de Gans apparaît, et de loin, comme la plus intéressante tentative de portage vidéoludique sur grand écran. Même si l'œuvre manque cruellement de tripes, au sens figuré, elle demeure un bel objet théorique. Pyramid Head y fait d'ailleurs quelques apparitions malheureusement trop courtes, et pour la plupart sans grand intérêt, puisque Gans ne crée autour de la créature, pourtant symboliquement chargée, aucun enjeu narratif quel qu'il soit. Cependant, le monstre impressionne, en fin de métrage, le temps d'exécuter de manière particulièrement barbare une vierge dénudée, terrifiée, de loin la séquence la plus réussie du film. Au pied d'une église, il l'attrape par le cou, l'écorche vive et jette son cuir sanglant contre la grande porte de bois de l'édifice. La scène est absolument dantesque. Pour conclure, pour le moment sur ce point, le monstre grotesque qui jaillit des entrailles de Silent Hill n'est qu'une partie de l'univers dépeint qui, lui, demeure indéfinissable. On a finalement affaire au même procédé utilisé par Scott et son alien le 8e passager, mais à une échelle différente. Dans ce dernier, on montre les parties en gros plan de la créature, mais jamais la totalité n'apparaît. Ainsi, l'attente suscitée par le non-dévoilement du monstre n'est jamais déçue, à l'exception bien sûr du 4e acte. Dans la saga Silent Hill, il y a donc la même attente mais à un autre niveau. Elle ne sera jamais déçue puisque la totalité du monde autre qui envahit régulièrement la ville fantôme ne sera jamais révélée. Comme nous l'avons signalé, ce monde est en constant changement. Il ne cesse de se métamorphoser pour pouvoir épouser parfaitement le trauma de chacun des protagonistes, tout comme la chose de Carpenter et Bottin
peut imiter toutes les formes de vie. Il ne cesse de défier les lois de la physique, du temps, de l'espace, de mettre à l'épreuve notre perception. Seules sont saisissables les parties de cet univers, les créatures grotesques qui le constituent. Dès lors qu'elles sont privées du tout, dont elles sont les parties, elles prennent le risque de perdre leur sens, de devenir incohérentes et finalement, elles peuvent sombrer dans le ridicule, le grotesque au mauvais sens du terme. Proposons-nous d'affiner cette conclusion en notant que le grotesque n'est pas toujours nécessairement affaire de ridicule, ou tout du moins, le ridicule ne peut être systématiquement considéré comme une chose mauvaise, bien au contraire. Le grotesque peut susciter le rire, et ce rire peut s'avérer être une réaction de liberté. En effet, le rire, tout comme le monstre, renverse une norme établie, entraîne l'émancipation à cette norme. Il soulage, permet au cinéma d'horreur de ne pas être uniquement une expérience terrifiante, horrible ou traumatisante. Le grotesque peut même être source d'une certaine forme de défoulement, d'une jouissance ludique devant les pires débordements gore. C'est presque à une revanche que nous convie le grotesque. L'origine du grotesque, en la personne de Rabelais, nous est présentée, en réaction au contexte eschatologique du Moyen-Âge imposé par le christianisme pour normaliser par la peur les conduites du peuple, comme un retour brutal et joyeux à la jouissance la plus régressive. Le corps se trouve troué de toutes parts. Il ingurgite, régurgite, il est flatulence et défécation, il est abject en cela qu'il bouleverse l'ordre social et politique établi, le menace. Mais de cette conception de la difformité, du corps de partout troué, naît une conception de la difformité profondément joyeuse. Ainsi que l'écrit Mikhail Bakhtin, autour de lui, Rabelais a concentré les matériaux immenses, élaborés au cours des ans, que lui fournit la culture comique populaire, reflet de la lutte contre la peur cosmique de l'eschatologisme, et qui a donné naissance à l'image d'un cosmos joyeux, matériel et corporel, en état de perpétuelle croissance et de perpétuelle rénovation. Le corps grotesque se pose donc comme n'ayant plus aucune limite, étant plus grand même que la nature, il apparaît en perpétuel changement et nie sa propre singularité pour mieux pouvoir absorber le monde qui l'entoure et réciproquement être absorbé par lui. Dès lors, vers les zombies, il n'y a qu'un pas. Leurs corps sont troués de toutes parts, ils sont à la fois ouverts et sans limite, sans aucune individualité et en perpétuelle transformation. Tout comme le nouveau-né, le zombie n'est guidé que par la faim, une faim sans fin, régressive et en dehors de toute convention. Tout cela s'achève généralement dans des orgies sanglantes où la horde affamée dévore goulûment, tout vif, un survivant de l'apocalypse, arrachant avec les mains ses membres et entrailles pour n'en faire qu'une bouchée. Le dernier segment de l'anthologie franco-canadienne de Theater Bizarre en 2012, Sweets de David Gregory, illustre à merveille la conception rabelaisienne du festin grotesque. L'essai montre une femme et son amant ayant sombré dans l'addiction à la nourriture. Comme chez Rabelais, ils se gavent encore et encore de manière compulsive et régressive des mets sucrés les plus savoureux. Ils écrasent les nourritures les plus colorées entre leurs doigts, jouent avec elles, portent des aliments bien trop volumineux à leur bouche palpitante, lèchent ce qui ne peut entrer. Ils se gavent encore et encore jusqu'au vomissement. Puis ils se repaissent de ce qu'ils viennent de régurgiter et mangent sucré partout et toujours. Et lui en fait particulièrement les frais. Leur appartement déborde de nourriture. C'est dans leur salon, dont le sol est couvert de biscuits de toutes sortes, référence revendiquée à la maison en pain d'épices de la sorcière du conte des frères Grimm, Hansel et Gretel, qu'ils entreprennent une mise au point. Elle, une glace dégoulinante à la main, souhaite le quitter, car il l'étouffe. Lui est à genoux et implore sa clémence. Il ne cesse de grignoter compulsivement les petits gâteaux qui jonchent le sol. C'est dans un étrange restaurant immaculé, seule la nourriture contraste, de toutes les couleurs, où elle est conviée pour dîner, que va se terminer cette écœurante historiette, dans un feu d'artifice gore grotesque et libérateur. Après des discussions presque absurdes, entre deux bouchées et deux régurgitations, autour d'un grotesque sous perfusion de ce qui ressemble à de la crème pâtissière, la maîtresse de cérémonie le fait entrer.
À quatre pattes, nu et tenu en laisse par un boucher armé de son hachoir, il traverse la foule affamée du restaurant. Ce dernier, après un baiser langoureux de sa belle, est décapité puis vidé de ses entrailles qui sont jetées en pâture à la horde de cannibales en transe. Le court-métrage de David Gregory se termine sur un plan parodiant le cannibalisme symbolique fondateur qui se joue dans la scène biblique en lui retirant justement sa dimension symbolique. Elle trône au centre de la table, la tête de son amant posée devant elle sur un plateau d'argent, une pomme dans la bouche. Elle lance un clin d'œil amusé au spectateur. Finalement, depuis Rabelais, les choses n'ont guère changé. Le pied de nez est toujours adressé à la religion, chrétienne ici, qui semble l'ultime garante d'une certaine norme, d'une certaine morale profondément anxiogène qui demande donc libération, affranchissement. Et la transgression de celle-ci, de manière aussi grotesque s'exprime-t-elle, semble procurer une certaine jouissance par le rire, certes jaune, mais libérateur.